Donc c'est au mois de... Alors là maintenant ce sont des animations qui ont été... Donc cette année, donc libération de Philae en vue de son atterrissage, une fois que le site aura été sélectionné, ce qui n'est pas facile parce que vous avez vu que la surface est vraiment connectée et ça va être tard. Alors, le Philae est simplement injecté par une sorte de gros ressort qui lui permet de se séparer de la sonde. Il y a un rétrofusée qui s'allume vraiment une traction de très peu de temps et qui la projette carrément en chute libre sur le noyau. Alors en fait l'orbiteur se met en orbite sur une trajectoire d'impact, comme s'il allait lui-même se projeter sur la noyau de la comète, et Philae est libéré et le Rosetta est défléchi de façon bien sûr à agir. Alors si tout se passe bien, voilà ce qui se passe, donc le Philae se pose correctement. L'artiste a été optimiste par rapport à ce que nous observons actuellement sur le relief de la sonde. Alors nous avons un deuxième film, une deuxième animation qui... voilà, alors c'est une des premières expériences qui va être réalisée, c'est donc prise du panorama. On allait voir donc prise de vue par les caméras, en particulier là ce sont les deux caméras stéréo que je vous ai montrées qui sont en opération et qui prennent à tour de rôle. Alors Philae est prévu pour se déplacer verticalement de façon à changer l'angle de vue d'une part et puis peut tourner sur lui-même, comme on vient de le voir. Alors là, des sondes, vous allez voir, des sondes de température, une série de sondes, des mesures de constante diélectrique, mesure diélectrique, etc., etc. Donc mesure de propriété des roches, retransmission, mission. Alors, on a posé des questions sur d'où vient l'énergie. Alors en fait, l'énergie primaire vient d'une batterie qui va être chargée avant la séparation, une grosse batterie qui doit permettre à Philae de tenir environ 2-3 jours, si je me rappelle bien, et en vue d'une, si tout se passe bien, en vue d'une opération plus longue, des panneaux solaires qui vont recharger la batterie. Alors, ceci, si effectivement, c'est le même problème que sur Mars, si les poussières cométaires, parce que l'activité va commencer à se développer de plus en plus, ne va pas recouvrir en partie Philae et rendre inopérantes les panneaux. Alors je crois qu'il y a une dernière animation qui montre une partie des instruments, donc le déploiement d'instruments, et qui va conclure mon exposé. Voilà. Alors là, vous avez un dépôt d'instruments. Je ne connais pas tous, hein, je ne peux pas vous dire exactement de quoi s'agit-il. Voilà, alors là, c'est la phase de nuit, là, donc, transmission des informations. Philae comporte un dispositif de forage qui va donc forer jusqu'à environ 30-40 cm, ce qui est prévu donc, de profondeur. Les échantillons vont être prélevés, vont être introduits, relevés bien sûr, introduits dans la sonde. Il y a en particulier un four qui va permettre de les pyrolyser, de porter à très haute température, de façon à libérer les molécules et les atomes et faire des analyses de composition très poussées. Ceci, c'est bien sûr que tout se passe bien. Voilà. C'était la dernière présentation. Je vous remercie de votre attention. En fait, il y a quand même une participation de la NASA. Certains instruments ont été fournis, minorité d'instruments ont été fournis par la NASA, avec cependant des participations. Donc, en fait, on parle maintenant de
missions internationales, mais surtout européennes, à 90%. Et 10% de la NASA, pour l'enseignement et un certain nombre de scientifiques qui font partie des équipes européennes. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame. Qui c'est qui fait tous les magnifiques calculs des orbites? Qui c'est qui réalise les magnifiques calculs des orbites? Ah, il y a un service de l'ESA qui s'appelle l'ESOC, qui est localisé à Darmstadt, c'est lui qui s'occupe de toutes les opérations et qui fait ce genre de calcul. Ceci dit, il y a des scientifiques qui ont développé leur propre logiciel et qui sont capables aussi de le faire. Alors c'est un jeu il faut faire des nombre de simulations, beaucoup de calculs, trouver des solutions de configuration de planètes en particulier. On l'a vu là, on va voir l'ombre de la Terre, etc. Tout ça qui s'enchaîne bien et de façon à effectivement réaliser ce type de projet. Les techniques ont évolué maintenant, c'est probablement la dernière grande mission qui utilisera ce type de ricochet planétaire avec des missions très longues. Il y a le développement de ce qu'on appelle la propulsion ionique, où on met un moteur, c'est un gaz qui s'appelle le xénon, que l'on ionise et qu'on évacue, qu'on envoie dans l'espace avec une cuillère et qui donne une motorisation qui permet de gagner énormément de temps. Une autre solution développée par l'agence spatiale japonaise, le JAXA, qui consiste à utiliser une voile solaire. Alors la voile solaire, c'est des voiles effectivement très grande voile, une sorte de milliard en aluminium très léger, et c'est la pression de radiation des photons solaires qui vont permettre d'accélérer, une serveur artificielle de motorisation. Et la JAXA a fait une première mission qui a très bien fonctionné. Et donc ils ont un projet, une autre mission, en particulier vers des astéroïdes troyens, des objets qui sont près de Jupiter, près de l'orbite de Jupiter, en utilisant cette technique. Il y a de l'intelligence, je pense. Oui. Excusez-moi, techniquement, comment c'est possible de réaliser des trajectoires triangulaires autour de la... Alors uniquement par le fait que la gravité à 100 km, la gravité du noyau cométaire est quasiment nulle, très faible, donc on fait ce qu'on veut. Donc c'est uniquement un coup de motorisation, donc on met le moteur, on envoie du gaz d'un côté, d'un autre, qu'on a fait. C'est pour ça qu'il y a ce mouvement, si vous voulez, avec des ruptures qui sont obtenues simplement par pousser du moteur. Il n'y a que lorsqu'on sera, disons, à peu près à 20 km, où là, la gravité, effectivement, sera suffisamment importante pour une mise en orbite, selon les lois de Kepler. Comment allez-vous vous assurer que le filet est tendu sur ses 3 pieds? Et si ça tombe à l'envers, qu'est-ce qu'il faut? Vaste question. C'est la très grosse préoccupation depuis la conception de l'atterrissage. Je me souviens très bien qu'à l'époque où il y avait les conjoints ESA-NASA, où le concept qui avait été poussé par le JPL, Jet Propulsion Laboratory, donc le laboratoire qui fait les rovers, le gros laboratoire planétaire américain, leur idée c'était une fléchette, carrément. Donc il y avait un axe principal qui se terminait par une sorte de pointe. Donc en haut il y avait le module, donc une espèce de boîte qui était le satellite pour commander les instruments, et il était projeté, se fichait dans ce terme. L'ESA n'a pas voulu suivre, on est parti sur ce système à 3 pieds. C'est extrêmement risqué. Le site, en fait, le Philae a été conçu par l'Allemagne, le TR. Qui c'est qui parle?